J'ouvre tout de suite notre second débat avec ce chiffre. Selon un rapport d'information du Sénat, entre 800 000 et 1 million d'enfants victimes de harcèlement à l'école. Certains ne le supportent pas, comme Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé le 7 janvier dernier. Avant de débattre des moyens mis en œuvre pour lutter contre ce harcèlement scolaire et numérique dans les écoles et sur les réseaux sociaux, l'histoire de Lucas, les réactions politiques aussi avec Samia Dechir. Un mois après la mort de Lucas, l'émotion est encore vive dans les Vosges. Le 7 janvier, cet adolescent de 13 ans, victime d'homophobie, s'est donné la mort. 4 de ses camarades de classe seront jugés au printemps pour harcèlement ayant pu entraîner un suicide. Ils ont reconnu des moqueries répétées à l'encontre du jeune homme ouvertement homosexuel. Malgré sa douleur, la mère de Lucas appelle à les protéger. J'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin, donc je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommencent pas et puis qu'ils mènent des actions peut-être derrière. Et peut-être que ça va les faire évoluer et qu'ils mènent des actions derrière. La mort de Lucas a soulevé une vague d'indignation et de tristesse dans tout le pays, jusque sur les bancs du Sénat. Interpellé mi-janvier par la sénatrice Mélanie Vogel, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas réussi à retenir ses larmes. Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre l'homophobie, parce que l'homophobie tue, oui, doit demeurer une priorité du gouvernement. Depuis la rentrée 2022, un programme de lutte contre le harcèlement scolaire a été généralisé sur tout le territoire. Il prévoit, entre autres, dans chaque établissement, la formation d'élèves ambassadeurs et d'une équipe ressource parmi le personnel encadrant. On en débat tout de suite avec mes invités. Caroline Velchev, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes responsable de la lutte contre le harcèlement et pour l'amélioration du climat scolaire. Et puis vous supervisez notamment ce programme phare. Nora Fraisse, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes fondatrice de l'association Marion, la main tendue et auteur jeunesse. Xavier Iacovelli, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires sociales. Et Mathieu Croissando, qui est évidemment resté à mes côtés. Je vous propose un témoignage pour commencer, extrait du documentaire réalisé par Cécile Sixou, Cyberharcèlement, nouveau fléau scolaire. Elle est allée à la rencontre notamment d'Arthur. Il a 14 ans, il a été victime de harcèlement en classe de 5e. Il avait lui-même pris la défense d'un enfant harcelé et puis ça s'est retourné contre lui. Écoutez. Au début, ça commençait par des petites insultes. Il disait presque tout, donc ta gueule, connard, fils de pute. C'était dans le coin, parce que les profs, ils se mettent plutôt vers un peu au fond et là ici, vu qu'il y a un préau, donc ils ne voyaient rien. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? Il me frappait, il m'insultait et il me faisait des menaces de mort. Et selon le rapport d'information du Sénat qui date du mois de septembre, du septembre 2021, 6 à 10% des élèves subissent une forme de harcèlement. Caroline Velchev, on va démarrer par le constat. Peut-être qu'il est difficile à faire d'ailleurs. Est-ce que c'est un phénomène en augmentation, notamment avec les réseaux sociaux ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un phénomène en augmentation. Il faut d'abord préciser qu'il n'y a jamais de harcèlement sur les réseaux sociaux sans harcèlement présentiel physique, dans la cour de l'école, etc. Donc ça, c'est très important de poser ça. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux démultiplient le phénomène et donc transforment la vie d'un enfant en enfer H24. Oui, c'est ce qu'avait vécu ce jeune Arthur. Hein. Voilà. Mais c'est pas forcément continué sur les médias sociaux. Voilà, c'est pas forcément une personne sur les réseaux sociaux, c'est la viralisation sur les réseaux sociaux qui fait le phénomène. Mais le phénomène a toujours une source réelle et non pas virtuelle. Oui. Nora Fraisse, votre fille, elle était victime de harcèlement scolaire. Elle ne le supportait plus. Elle s'est suicidée, c'était le 13 février 2013, il y a 10 ans, presque jour pour jour. À l'époque, je crois que c'était Facebook qui avait servi de caisse de résonance. Mais là aussi, ça a évidemment démarré dans la cour de l'école ou autour. Comment ça se passe ? Je crois que c'est important de le dire et de ne pas digitaliser ce phénomène parce que même le jeune Arthur, quand il parle quand même de la cour, il parle des professeurs, il parle des menaces, il parle des coups, il parle de violence.
Et le cyberharcèlement arrive à 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais quand ça démarre à 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous ne pouvez pas atteindre, en termes de pédagogie ou de prévention, un enfant en lui parlant uniquement du cyberharcèlement. Et même ce qui se passe derrière un écran, ce sont quand même des vrais enfants, enfin de l'humain, c'est du réel, tout n'est pas virtuel. Donc Marion, oui, c'était du Facebook, et ce que je dis, c'est que peu importe le canal, c'est la souffrance qui en résulte. Mais c'est vrai que les coups physiques, les menaces, la violence psychologique dont on parle très peu, l'exclusion, les mises à l'écart, ça laisse des traces à très 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 long terme chez nos enfants qui deviennent des adultes, et on a des adultes aujourd'hui qui sont très abîmés. Alors, on va voir qu'il y a des solutions, il y a des programmes, mais quand on a discuté à la rédaction de Sens Public sur ce thème, Xavier Iacovelli, on s'est dit qu'il y a un sentiment d'impuissance collective face à chaque fois qu'il y a le suicide d'un enfant, d'un adolescent. Est-ce qu'en tant que législateur, vous ressentez ça parfois ? Alors oui, il y a un sentiment d'impuissance, mais il y a surtout une révolte et une volonté de trouver des solutions. Et je pense que quels que soient les bancs de l'Assemblée, du Sénat, quel que soit le ministre en charge de l'Éducation nationale, on ne peut pas se résoudre à se dire « bon, c'est un fait divers, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres ». Non, en fait, il y a un cas qui éclabousse en fait toute la classe politique, qui éclabousse toute la République. Et je pense que la révolte est saine, entre guillemets, mais elle est saine uniquement si on arrive à trouver des solutions pour pallier. Et moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Nora Fraisse. C'est pas seulement la question du harcèlement en ligne, effectivement. Parce que quand ça commence à 4-5 ans, on se dit « Ah, les enfants, ils sont durs entre eux. » Bah oui, mais ils sont durs entre eux, mais quand on a un gamin de 5-6 ans qui rentre à la maison et qui pleure parce que tous les autres des enfants de sa classe l'ont montré du doigt, on lui a dit « Ah, t'as été méchant aujourd'hui » ou t'es mal habillé. Et ben, tout ça, c'est de la souffrance. Et je pense que ce qui est important, c'est à partir du moment où il y a de la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique, il faut prendre en compte cette souffrance et il faut pouvoir y répondre. Et c'est tout l'aspect de la formation aussi des adultes qui accompagnent, pas seulement des enseignants, parce qu'aujourd'hui on voit que les enseignants sont de plus en plus formés, même si c'est long, il faut continuer à ça, mais il y a aussi tout le travail du périscolaire, de tous ceux qui encadrent. Ça passe de la gardienne de l'école à l'encadrement sur le périscolaire et les animations. Je pense qu'il y a un vrai travail de formation des adultes et de détection des signaux faibles de la souffrance. Alors ça, on va évidemment y consacrer du temps, mais alors je voudrais peut-être pas pour l'évacuer, parce que c'est quand même un élément très important, les médias sociaux, les réseaux sociaux, mais continuer sur ce thème-là en début de débat. Et je vous propose d'écouter l'un de vos collègues, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, qui a participé l'an dernier à cette mission d'information sur le cyberharcèlement. Alors lui, il évoque les responsables, les dirigeants des réseaux sociaux qui avaient été auditionnés au Sénat, qui manifestement n'ont pas convaincu. Écoutez. Ils donnent l'impression qu'ils sont responsables de rien. Or, on sait très bien que tous ces réseaux sociaux fonctionnent sur l'économie de l'attention. Et que les algorithmes qu'il y a derrière les applications sont là pour relayer de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace tous les messages de haine. Donc la première chose qu'ils pourraient faire, c'est publier leurs algorithmes. Ils n'y arrivent pas. Il y a une loi en France qui les oblige à le faire, ils ne la respectent pas. Voilà. Donc après, ils sont dans la situation des pompiers pyromanes. C'est eux qui allument le feu et on leur demande de venir éteindre les braises. Je crois qu'il faut changer radicalement le modèle économique de ces plateformes. Et c'est ce que le gouvernement n'a jamais voulu faire depuis 5 ans. Alors, changer, je vais vous redonner la parole, Xavier Iacovelli. Ça va au-delà de la question du harcèlement, si on parle du modèle économique de ces plateformes. Est-ce qu'on peut imposer aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, une vraie politique anti-harcèlement ? Est-ce qu'on en a les moyens, tout simplement? Ce sont des entreprises Il y a eu des tentatives. américaines. Il y a eu des tentatives. La loi Avia sur le harcèlement en ligne, qui ne touchait pas d'ailleurs que les enfants. Ce n'est pas seulement la question du harcèlement scolaire et du harcèlement des enfants, mais nous, en tant que politique, on subit parfois aussi des attaques sur les réseaux sociaux. On a beau signaler, parce qu'on a un système de signalement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, mais c'est quasiment jamais pris en compte. Là aussi, je reprends le mot impuissance de tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, face à ce phénomène-là, on ne peut rien faire, c'est ça la leçon. Il y a une impuissance, on va dire, de ceux qui signalent, mais il y a une responsabilité des plateformes de ne pas prendre en compte les harcèlements. Et les harcèlements, les insultes, les menaces, et ça, c'est effectivement la législation
mais c'est plutôt, je veux dire, à l'échelle peut-être européenne et qu'il faut pouvoir se coordonner, je dirais même peut-être plus large que l'échelle européenne, parce que effectivement, ces plateformes qui sont souvent américaines ne respectent pas la législation que nous pouvons voter. Ou chinoise, d'ailleurs, TikTok c'est chinois. Mathieu. Chinoise, Pardon, parce que là on part sur la législation européenne, sur les réseaux sociaux, mais il y a une question qui se pose, parce que pour moi il y a eu un avant et un après Marion, après la tragédie que vous avez connue, qui a été médiatiquement en tout cas, qui a symbolisé et qui a médiatisé ce phénomène de harcèlement. C'est un cas qui avait frappé tout le monde. Moi, je me souviens très bien des articles qu'on avait fait faire dans les journaux à l'époque. Et c'était il y a 10 ans. Depuis 10 ans, alors on a déclaré que c'était une cause, la Première Dame... On va voir qu'il y a eu des lois, on va voir qu'il y a eu un programme, on va en parler. Vous, en tant que politique, il n'y a pas un constat d'échec. Un mot, Xavier Iacovelli, et puis ensuite je vous donne la parole là-dessus. Qu'est-ce qui, pour vous, a changé en 10 ans? Allez-y. Mais c'est ce que je répète tout à l'heure. Non, mais moi, personnellement, bien sûr, mais il y a forcément un constat d'échec à partir du moment où on voit que ça continue. À partir du moment où il y a encore des élèves, des enfants qui sont harcelés et qui vont jusqu'à se donner la mort, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça que le travail des associations, des professionnels bien sûr, mais des associations aussi qui continuent, permettez-moi, mais qui continuent à faire de la pédagogie auprès des enfants aussi pour leur expliquer que se donner la mort, c'est pas, on va pas aller mieux après en fait, c'est fini. Non mais c'est aussi important d'expliquer à des mineurs que après, bien sûr, c'est fini. En fait. Mais je voudrais que tout le monde puisse parler longuement. Je reviens vers vous, Nora Fraisse, sur. Vous dites souvent on travaille trop en silo. Oui. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le constat qui est fait, et je vous remercie d'évoquer Marion, c'est vrai qu'il y a 10 ans, moi je ne savais pas en tant que parent ce qu'était le harcèlement, mais vous en parlerez mieux que moi. On travaille en silo. En 2014, moi je disais il faut qu'on travaille tous ensemble, et que c'est un problème de santé publique, de sécurité publique. Les réseaux sociaux, quoi qu'on en dise aux États-Unis ou en Chine, ce sont des transporteurs d'informations, et l'algorithme, vous verrez le changer. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, ils sont là pour gagner de l'argent. Et il y a les réseaux sociaux, mais tous les médias, ça peut être aussi de la publicité sur les chaînes de télé, etc. C'est quelle image on donne à regarder à nos enfants. Et donc, on travaille en silo parce que, moi, je l'ai déjà réclamé. Moi, je suis une femme qui réclame. Parce que je pense qu'on a fait beaucoup de choses en 10 ans parce qu'on s'est battu avec la société civile. On m'avait dit, c'est la faute à pas de chance. Bah oui, votre fille est décédée. Bah ouais, mais non. Vous m'aurez sur votre chemin et sur votre route. 10 ans plus tard encore. Mais c'est de dire... si on pense que c'est uniquement du fait de l'éducation nationale, on se trompe. La preuve, vous parlez des réseaux sociaux. Si on n'évoque pas les conséquences psychologiques et la santé publique, alors on va nous dire on a un problème de psychiatrie en France. Si on ne se formalise pas en disant il faut former les territoires, le périscolaire, les agents, les animateurs, les transports scolaires qui dépendent de la région, qui dépendent... Le problème en France, la décentralisation, elle nous empêche, pardon, je ne vais pas faire une grande réforme, mais elle nous empêche de combattre ce harcèlement. Vous êtes dans un collège, la sécurité, c'est le département. Vous êtes au lycée, c'est la région. Et le harcèlement, malheureusement, il est sur tous les territoires, que vous soyez riche, pauvre, zone rurale, etc. Et tant qu'on n'aura pas une délégation interministérielle, vous avez travaillé pour une délégation ministérielle, comme l'a dit le CRA, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ce sujet il doit avoir un vrai budget, avoir des moyens. Moi, je ne crois pas qu'on dira aux réseaux sociaux d'arrêter. Il y a trop d'argent en jeu. Mais je crois qu'on peut former les parents, les enfants, à se dire que derrière un écran, il y a d'abord soi, mais il y a aussi l'autre, et que l'autre, c'est moi, et qu'on peut le détruire. Et je crois vraiment que tant qu'on ne développera pas des actions dès le plus jeune âge, mais c'est pas Brigitte Macron d'en parler, c'est pas Emmanuel Macron. Moi, j'allais dire dans ma mandature de 10 ans, c'est quand même 2 présidents de la République, 5 ministres de l'Éducation nationale, des secrétariats d'État, etc. On connaît les solutions. Former, informer, prévenir, accompagner et un budget. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour avoir de l'humain. Parce que la médecine scolaire aussi, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc une délégation interministérielle du budget. Caroline Delchef. Alors oui, si on pose la même question que posait Mathieu, qu'est-ce qui a changé en 10 ans Alors il se trouve que j'ai eu la chance de participer à la délégation ministérielle prévention des violences qui a été créée donc sous l'égide donc de Jean-Michel Blanquer, DGESCO à l'époque, et que ce que je peux dire, c'est que c'est le seul sujet, je crois, sur lequel il y a une sorte de consensus national qui a fait que la politique publique n'a fait que se renforcer
au cours de ces 10 années. Donc, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. D'une part, si on prend, alors je vais vite dans l'histoire, mais si on prend en 2015 un texte qui quand même justement judiciarise en quelque sorte le harcèlement et crée un vrai délit pour la question du harcèlement à l'école, ça me semble très important. Et donc, l'autre tournant dont on peut parler, c'est le tournant autour de l'affaire Arthur, puisqu'on a quand même 4 jeunes qui sont inculpés. Alors, ce sont des jeunes, ils sont mineurs, voilà. Mais le fait aussi de faire prendre conscience aux parents qu'il n'y a plus d'impunité sur l'utilisation des réseaux sociaux, que, je le rappelle inlassablement, la majorité numérique, c'est 15 ans. C'est pas avant. Et qu'avant, c'est la responsabilité totale des parents. Normalement, c'est avec l'accord des parents entre 13 et 15 ans qu'on peut ouvrir un compte, etc. Non, mais qui le sait? Mais bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a... Qu'il respecte? Est-ce qu'il y a un passeport numérique? Est-ce que les plateformes... Enfin, voilà, etc. Et puis, surtout, nous, on s'est saisis concrètement de politiques publiques qui ont fonctionné. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment du benchmarking, on a regardé ce qui se passait à l'étranger, et donc on a fait donc ce programme phare, programme de prévention du harcèlement à l'école, qui est un programme qui est modélisé sur le modèle, donc du modèle suédois, sur le modèle finlandais, sur le modèle canadien. On l'a évidemment adapté et précisé pour la France. Mais moi, par exemple, pour l'Académie de Paris, c'est 3000 journées de formation. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai 69% des collèges parisiens dans lesquels j'ai des équipes ressources, non pas de 5 personnes, comme c'est préconisé dans le programme, mais de 8 à 15 personnes. Il y a un engagement, enfin, comment vous dire, il y a un changement de paradigme que je sens, moi. Oui. On va revenir à ce programme phare, en détail, expliquer comment ça fonctionne, parce que je trouve ça très intéressant. Ça repose beaucoup sur les élèves eux-mêmes aussi. Et donc ça, je trouve que c'est un élément important. Mais vous avez commencé à évoquer la législation. Les législations, ce qui a changé, je propose à Mathias Arès de nous rejoindre tout de suite, parce que, rebonsoir Mathias, on va justement faire un point pour voir que cette question du harcèlement scolaire a été évidemment mis sur la table du Parlement plusieurs fois ces dernières années. Oui, depuis 2010, c'est même une grande cause nationale. 2014, 2018, 2020, ces 10 dernières années, si on ajoute la dernière loi de mars 2022, 4 fois des ajustements législatifs ont été apportés au débat. En 2014, le délit de harcèlement moral, jusqu'alors spécifique aux conjoints, est élargi à toutes les situations et notamment le milieu scolaire. La peine encourue d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende est majorée dans certaines circonstances, comme la commission sur un mineur. En 2018, c'est la logique de répétition individuelle ou en groupe qui est introduite, avec là aussi la notion des supports numériques tels que les réseaux sociaux. Et finalement, en 2022, on arrive à la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire, une disposition spécifique du Code pénal. Ça veut dire que ce qui était prévu avant était insuffisant ? C'est en tout cas ce qu'estiment certaines associations, certains groupes qui pointent toujours du doigt les chiffres du harcèlement scolaire. Jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de délit spécifique prévu dans le Code pénal. On se référait donc, pour traiter les affaires, aux dispositions concernant le harcèlement moral. À noter que le harcèlement scolaire bénéficiait tout de même de dispositions dans le Code de l'éducation. Et que prévoit cette nouvelle loi, si on rentre dans le détail ? Eh bien, cette nouvelle mesure, Thomas, définit le harcèlement scolaire en ces termes: des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. C'est une disposition spécifique du Code pénal et elle prévoit donc un nouvel arsenal répressif avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque le harcèlement scolaire n'a pas causé d'incapacité totale du travail ou a causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque l'ITT causée est supérieure à 8 jours, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou tenter de se suicider, sachant qu'un mineur ne peut encourir tout au plus que la moitié de la peine maximum d'un majeur. À titre complémentaire, un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire peut être imposé, ou encore une confiscation du matériel comme les téléphones ou les ordinateurs. Merci pour tous ces détails, Mathias. La question de la sanction. Est-ce qu'il faut sanctionner les harceleurs ? Si oui, comment ? Je voudrais entendre, on l'a entendu dans les titres tout à l'heure, entendre Séverine, la maman de Lucas, dont on parlait, qui s'est suicidée le 7 janvier dernier. Alors elle propose que les élèves harceleurs fassent de la prévention.
quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qu'ils viennent avec nous. Enfin, ça pourrait être bien qu'ils interviennent avec nous en disant ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Voilà, il y a eu ça derrière et on le regrette et voilà, qu'ils interviennent avec nous pour que, enfin voilà, on aimerait qu'ils fassent partie des actions qu'on va mener pour prévenir de ce qui peut se passer pour eux et ce qui peut se passer pour les harcelés. Nora Fraisse, comment vous réagissez à cette question des sanctions? Est-ce qu'il faut... Parce que là, on a décliné un arsenal législatif qui s'est durci au fil des années. Est-ce que c'est une part de la solution? Est-ce que pour vous, on est à côté de la plaque? Je vais être franche, hein. Je le suis toujours. Je pense qu'on est... bon, tant pis, je ne me ferai pas des amis, mais j'en ai plein d'autres. Je pense qu'on est à côté de la plaque. Vraiment, je suis pour la prévention. Votre collègue a oublié de parler de la loi du 3 août 2018 sur le cyberharcèlement en meute. On peut en avoir plein. En fait, la première loi, c'est la loi du groupe dans l'établissement scolaire. C'est l'appartenance au groupe, c'est le cadre réglementaire, c'est le règlement intérieur. Et oui, il y a des règlements intérieurs dans les écoles. Vous les signez en tant que parents et les ouais. élèves les signent, etc. Il ne faut pas oublier qu'un harceleur est aussi parfois un ancien enfant harcelé qui vit d'autres souffrances. Donc c'est dans la prévention des risques, comme on le fait pour... les entreprises, les risques psychosociaux, les CHSCT. Donc, moi, je dis toujours, et on a porté plainte, et on s'est battu pendant près de 9 ans, et la réponse judiciaire n'est pas arrivée. Et je ne veux pas d'une judiciarisation des cas, parce que ça veut dire que les faits ont été commis. Je n'ai pas envie qu'on porte plainte contre un enfant parce qu'il s'est suicidé. Je n'ai pas envie qu'il aille en prison. Ça veut dire qu'on a raté. Mais c'est vrai qu'en France, on aime avoir sa loi, dire que voilà. Si ça marchait, je vous dis, j'applaudirais dès demain. Moi, je crois plutôt au programme phare, à la prévention dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui est compliqué. Je me répète, on travaille en silo. C'est pas l'éducation nationale. Non, mais c'est pas quelque chose de vulgaire quand je dis en silo. Alors, oui. C'est qu'on croit toujours que c'est qu'à l'école. Mais si vous en occupez pas au périscolaire avec les territoires, nos enfants, malheureusement, n'ont pas d'écoute. Oui et non. Il n'est pas naturel de mettre 400 enfants, 600 enfants, 800 enfants, 1000 enfants au même endroit. Et il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la pensée magique de croire que quand on va mettre 800 élèves au même endroit, il ne va rien se passer. Vous nous dites qu'il y aura forcément des forcément, il y a des conflits et du dans harcèlement. les établissements scolaires, il se passe des choses extrêmement heureuses et puis des choses extrêmement malheureuses. Bon. Donc ça, c'est quand même c'est la réalité. Et puis, partant de là, comment effectivement on organise cette prévention? La dialectique auteur-victime, c'est-à-dire que le même élève peut être successivement auteur et victime. Bon. Et donc, c'est vrai que à côté de nos personnes ressources formées à des méthodes de justice restaurative, c'est-à-dire on suspend la sanction et la punition pendant 10 jours. On reçoit individuellement les élèves présumés auteurs et les témoins, et évidemment la victime. Mais les élèves présumés auteurs et les témoins, on les reçoit dans des entretiens de 3 minutes. On partage avec eux une préoccupation pour quelqu'un qui ne va pas bien dans l'établissement. Donc là, on est sur de la prévention, c'est-à-dire que dès que des phénomènes de violence commencent à inquiéter soit les élèves eux-mêmes, soit des adultes qui ont justement, grâce à ces formations aussi, un autre regard sur les signaux faibles dont vous parliez, eh bien, il se passe quelque chose. Parce qu'effectivement, là, il y a une prise de conscience. On est quand même face à des jeunes en construction qui n'ont pas tout à fait conscience de la portée de leurs actes. Donc vous nous dites que la sanction, encore plus la sanction pénale dont on parlait, ça n'est pas efficace. Il y a un temps pour tout dans la vie. Là, je suis sur le volet de la prévention. Oui, c'est-à-dire, effectivement, on a identifié des signaux faibles et on essaie de mettre le pied sur la pédale du frein tout de suite. Oui. Évidemment, quand des actes qui sont répréhensibles dès le règlement intérieur ont été commis, on est obligé de passer à la Donc ça va passer par une exclusion temporaire, définitive de l'établissement, des éléments comme ça? Oui, enfin, ça passe beaucoup par quand même des excuses, etc. On a toujours quand même souci, on est à l'école, donc on a toujours souci de l'éducation. Donc on cherche toujours à, si vous voulez, créer justement ce que j'appelle la restauration. La justice restaurative, elle passe aussi
par une Moi, j'ai simple pas d'a priori excuse, idéologique etc. là-dessus, mais Vous est-ce que l'exclusion temporaire, elle peut être efficace aussi de temps en temps? Pas forcément. Non, pas forcément. Ok, d'accord. Non, mais c'est très bien. Moi, Voilà, j'attends le principe de réalité, votre expertise Je là-dessus. préfère de loin, effectivement, ces méthodes de préoccupation partagée qui permettent, effectivement, encore une fois, de faire prendre conscience aux témoins et aux rieurs de changer de camp. Et donc, effectivement, l'élève auteur, tout à coup, se retrouve à son tour isolé. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins drôle de faire. Et donc là, on arrête tout de suite le phénomène. Et effectivement, l'autre volet qui est très intéressant, ce sont les élèves ambassadeurs. Hein. Donc, dans les établissements, on forme au minimum 10 élèves ambassadeurs qui ont une feuille de route et puis une posture éthique. Hein, donc, c'est ça qu'on travaille avec eux en termes de formation. Et je dis toujours que nos jeunes sont à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire que ils sont très fiers quand on leur confie des missions positives. Et donc, ils deviennent, pardon de vous interrompre, mais le premier interlocuteur, c'est-à-dire souvent, il y a d'autres élèves qui vont se tourner vers eux, c'est ça? Absolument, parce qu'en fait, un enfant qui subit de la victimation, même pas forcément de forte intensité, je dirais que c'est un peu comme d'autres phénomènes pour les adultes d'ailleurs, il a honte, en fait, au départ, ou alors il n'ose pas parler, ou il n'a pas envie de parler à ses parents, enfin voilà, pour plein de raisons. Et donc, il va parler à ses pairs. Ça, on le sait du point de vue statistique, du point de vue de la recherche. Et donc, il va parler à ses pairs, d'où ce pan, si vous voulez, de politique publique sur les élèves ambassadeurs, parce qu'on sait que ça fonctionne très bien, entre pairs. Et donc, ces élèves ambassadeurs vont avoir un rôle de veille, en fait, sur les signaux faibles, justement, vont avoir un rôle très précis aussi de recueil, aussi d'écoute, et de non-jugement, hein, justement, de ce qu'on va leur raconter. Oui. Et donc, y compris des élèves auteurs peuvent venir voir les élèves ambassadeurs. C'est ça qui est intéressant. Mathieu, un mot. Ça veut dire que toute la culture de l'établissement, il faut qu'elle change aussi. Parce qu'on a souvent reproché aux chefs d'établissement de dire aux parents d'élèves harcelés, changez votre gamin ou changez votre gamine d'école. Et les harceleurs restaient... C'était une situation assez délirante parce que les harceleurs restaient dans l'établissement et c'était le harcelé qui était obligé de s'en aller. Absolument. C'est exactement ce que dit Claire Hédon, la défenseure des droits, qui dit changeons un peu d'état d'esprit. Sur ce point précis, on l'écoute. Ce qui m'inquiète, c'est le retard de prise en charge et de prise en compte de la parole de l'enfant. Quand l'enfant est victime de harcèlement scolaire à l'école, c'est lui qu'on change d'école et pas les harceleurs. Donc ce sont aussi des choses qui m'inquiètent et où je pense qu'il faudrait des prises en charge et une écoute de l'enfant beaucoup plus rapidement. Voilà, Claire Hédon, lors de son audition au Sénat en juillet dernier. Xavier Iacovelli, peut-être plus que la réponse, on va dire, répressive, qui est peut-être une réponse un peu politique, un peu une réponse pour l'opinion, la succession des lois dont on a entendu parler. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'essentiel à mettre en place? Oui, juste pour répondre sur la réponse, justement. Sanction ou pas sanction? La sanction. Nous, en tant qu'adultes, en tant que législateurs, on se donne bonne conscience en disant qu'on a fait une loi, on a mis une sanction, mais en fait, il faudrait qu'on n'y arrive pas à cette sanction. Et donc, c'est de la prévention. Et donc, le programme phare, c'est aussi ça. C'est à la fois, qu'est-ce qu'on met en tant qu'adulte comme programme de prévention auprès des enfants, auprès des adultes qui encadrent les enfants, et aussi parce que je pense que cette question du harcèlement et la question de l'enfance en général, c'est de la dentelle en fait, parce que chaque cas est différent, et on a des enfants, on en parlait avec Nora Fraisse à plusieurs reprises, mais on a des enfants qui peuvent parler à leurs parents, qui arrivent à exprimer quelque chose, un malaise, une souffrance auprès de leurs parents, d'autres qui n'arrivent pas, d'autres qui ne peuvent même pas auprès de leur père exprimer leur souffrance. Et donc, tout ça, il faut pouvoir répondre au cas par cas. Et c'est pour ça qu'il faut un environnement de confiance. Le programme phare en fait partie. Les ambassadeurs, c'est très important. Et puis, je pense que la question de la libération de la parole est vraiment indispensable sur la question de l'enfance maltraitée. Et c'est l'enfance maltraitée dans son ensemble. Parce que moi qui travaille sur la protection de l'enfance, ce n'est pas le harcèlement pour le coup, mais la maltraitance intrafamiliale. La question de la libération de la parole est aussi indispensable. 100% d'accord avec vous. Mais permettez-moi, pour répondre sur la question des silos, c'est propre à notre pays aussi, où chaque administration veut son numéro de téléphone et son numéro d'urgence. On a le 119 pour l'enfance en danger, on a le 3018, le 3020 pour le harcèlement en ligne. Il y a tellement de numéros finalement. Personne ne s'y retrouve. Et donc on a besoin aujourd'hui de travailler, avoir une vision transversale en fait, de la politique. Mais alors je repose la question qui était la question de Mathieu et de Claire Hédon, la défenseure des droits. Vous dites libération de la parole, très bien, mais si le premier réflexe du directeur d'établissement, c'est de dire à la famille de l'enfant harcelé, c'est vous qui devez changer votre enfant d'école, ça ne va pas inciter
inciter à libérer dans la les parole. personnes ressources que l'on forme. C'est pas le cas. C'est pas le cas justement dans le. Oui, mais alors est-ce que c'est on a vraiment en train de changer ça? Oui, c'est en train de changer avec ce programme justement. Dans les personnes ressources que l'on forme, on préconise de former non seulement les personnes ressources qui ont été identifiées comme volontaires, etc. Je voudrais quand même préciser qu'on a quasiment 50% d'enseignants, mais justement, ça n'est plus les silos, puisque moi, en tout cas, j'ai accepté qu'il y ait la gardienne de l'école ou de l'établissement, la secrétaire du chef d'établissement, le chef d'établissement lui-même. On préconise que le chef d'établissement lui-même ou le directeur d'école fasse partie de l'équipe formée. Parce que justement, pour avoir une qualité d'écoute et une qualité de regard sur les phénomènes, puisqu'après, on est sur du fin, comme vous dites, c'est très délicat. Et donc, effectivement, là, ça change le regard. Et les témoignages que j'ai en retour, c'est que le regard et l'écoute de la plainte a changé aussi, et le recueil. Oui. Non, après, sur ce point précis, la question de quelle réponse on propose, l'institution scolaire propose aux parents qui viennent en disant mon enfant est harcelé. Alors je vais vous donner 2 réponses. Celle en tant que délégué général d'une association qui reçoit les familles et qui sont démunies, qui sont dans les arrois, et puis celle de membres de comité d'experts du ministère. J'ai travaillé sur le programme phare pendant 3 ans, notamment sur le volet famille, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les familles les plus éloignées du système éducatif. Tout ce qu'on se dit là, c'est super, mais il y a des familles allophones qui font face à l'électronisme, il y a des personnes qui se sentent désengagées du système scolaire, qui ont aussi peur d'en parler, de la défiance vis-à-vis du système. C'est de se dire aussi qu'au premier degré, c'est-à-dire en école primaire, on a quand même une difficulté en France. Je ne juge pas, mais il faut le dire, c'est qu'on n'exclut pas un enfant. C'est-à-dire que c'est pour cette raison qu'il peut arriver que comme on ne peut pas exclure un enfant harceleur, intimidateur qui des fois pose vraiment des soucis, eh bien c'est l'enfant harcelé, l'enfant victime qui est obligé de partir. Et c'est très compliqué parce qu'on est à Paris ou on est dans une grande ville, et vous avez des établissements. Mais quand vous êtes en zone rurale, eh bien vous faites comment? Il faut de l'argent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc vous nous dites que ça existe encore? Pour le premier degré, alors moi je milite pour quelque chose, c'est qu'on crée une vie scolaire. C'est-à-dire comme on a au collège, c'est-à-dire une personne dédiée à ce suivi-là. Quand vous êtes dans un établissement, et c'est pas un reproche puisque j'ai eu des enfants en école primaire, c'est que si vous allez voir l'enseignante et que ça se passe pas forcément, que le chef d'établissement s'occupe de la sécurité, c'est que pour le premier degré, il faut aller vers le responsable de la circonscription. Tout le monde n'a pas un bac plus 12 en éducation et en se disant, mais c'est important de le dire. Moi, je m'occupe des personnes qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire, qui n'osent pas aller à l'école. Tout le monde n'est pas représentant des parents d'élèves, qui ont des multivictimations, des familles monoparentales. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là parce que je m'intéresse à ces gens-là. Je disais à Jean-Michel Blanquer souvent, les sachants savent déjà, donc ils ne m'intéressent pas. Je veux aller vers ceux qui ne savent pas. Et 52% des élèves n'en parlent jamais à leurs parents ou à leurs proches parce qu'ils ont honte, parce qu'ils culpabilisent, parce qu'ils ont peur des représailles. Et les élèves ambassadeurs, c'est une bonne solution. Ils font partie de la résolution du conflit. Et en effet, pour moi, la solution, c'est que tant qu'on ne s'occupera pas des élèves intimidateurs qui sont parfois des anciens harcelés, tant que vous n'occupez pas des agresseurs, vous ne pourrez pas résoudre ce phénomène. Et un enfant harceleur, c'est d'abord un enfant en souffrance. Et si on l'arrête, ce qu'on fait pour les adultes, on devrait le faire pour les enfants. C'est important. Je trouve qu'on donne beaucoup de résonance aux violences, et c'est normal, des adultes, mais moins aux enfants, ça va passer, c'est des jeux de gamins, j'en suis pas mort, et si, on peut en mourir, et parfois on meurt de l'intérieur. Donc c'est ça aussi le combat, et je me répète, parce que j'aime bien me répéter, comme je vous l'ai dit, l'éducation, c'est la répétition, comme le harcèlement. Tant qu'on n'aura pas de moyens financiers, on n'aura pas de moyens humains, et on continuera d'appeler des numéros ou pas. Il y a eu, alors je ne sais pas s'il vit encore sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vérifié aujourd'hui, mais ce mot dièse, ce hashtag pas de vague, et là-dedans, il y avait aussi les questions du harcèlement. C'est-à-dire que la tentation d'un chef d'établissement ou de professeur de finalement ne pas signaler quand ça se passe mal, de peur que l'image, la réputation d'une école soit entachée. Alors, je comprends ce que vous dites, mais justement, ce qui est intéressant pour moi, qui donc est aussi tout ce passé sur la prévention des violences, c'est de voir quand même une évolution culturelle dans le pays, si vous voulez, à la fois donc effectivement du point de vue politique qui s'est saisi activement de la chose, mais aussi du point de vue du quotidien. Et finalement, le fait que là, on arrive avec quand même des solutions extrêmement concrètes. Quand je parle de méthode de préoccupation partagée, ce sont des entretiens qui durent 3 minutes ou 5 minutes maximum, donc qui sont entre guillemets intégrables dans la gestion quotidienne
du travail d'un enseignant, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une réception assez positive, si vous voulez, du programme phare, par exemple. Parce qu'il est faisable. Oui, c'est bien d'essayer c'est pas une charge supplémentaire pour les profs, etc. C'est vraiment intégrable facilement. Voilà. Et dès qu'on fait des choses comme ça, très ergonomiques... Et donc ça fait changer l'état d'esprit. Pardon de vous interrompre. Mais dans le programme phare, il y a quand même quelque chose d'important pour répondre à ce pas de vague. Dans l'expérimentation, on s'était rendu compte qu'en fait, pour éviter ça, c'est de se dire que le moindre incident, la moindre raillerie est mis dans le cahier des incidents et ça valorise l'établissement à un meilleur climat scolaire. Longtemps, on a cru que de cacher la poussière sous le tapis, ça allait résoudre. Or, aujourd'hui, on sait que c'est un signal fort quand un établissement nous dit « je n'ai pas d'incident, il ne se passe rien », alors là, il faut y arriver avec la lance à incendie et le camion. Donc, on a réussi avec l'expérimentation de se dire « plus vous nous donnerez des éléments, plus on saura que vous êtes... » Et dans les dialogues, si vous voulez, au niveau académique, sur l'octroi des moyens, quand on dialogue avec les établissements ou les écoles, etc., effectivement, entre guillemets, ils ont quasiment intérêt à expliciter leurs vraies problématiques, et de tous ordres d'ailleurs, je veux dire, qui dépassent évidemment la question voilà, c'est la question du bien-être à l'école et la question donc de la qualité du climat scolaire. Et donc là, effectivement, selon le positionnement collectif, on va aussi proposer des aides et des appuis, puisque donc on a des énormes plans de formation académique qui permettent quand même de venir en aide aux équipes qui se sentiraient démunies, notamment dans le premier degré, puisque vous imaginez bien que le programme phare, entre guillemets, pardonnez-moi, mais c'est facile de le déployer dans le second degré. Dans le premier degré, effectivement, on a une première étape, si vous voulez, qui est celle des circonscriptions du premier degré. Donc, effectivement, il faut être spécialiste de plus 12 en éducation nationale, je retiens la formule. Et puis, ensuite, effectivement, le temps que ça se déploie au niveau des écoles, ça prend, par définition, plus de temps. Mais c'est une question de temps. C'est aussi effectivement une question donc, de moyens de formation, ça, effectivement. Alors, je rebondis sur cette question de la formation et je vais m'appuyer, Xavier Iacovelli, sur un élément du rapport d'information du Sénat, toujours du mois de septembre 2021. Ces professeurs, ces enseignants qui se sentent impuissants, 65% des enseignants s'estiment mal armés face au harcèlement. Donc vous nous dites qu'il y a des plans de formation, mais en un an et quelques, ça a pas pu, on n'a pas pu inverser la tendance. Donc là, il y a quoi ? Il y a effectivement des moyens publics à mettre en œuvre pour aider les profs à être mieux armés face au harcèlement ? Alors effectivement, en un an et demi, il y a quand même eu des évolutions et le programme phare est passé d'une phase d'expérimentation à une généralisation. Et donc déjà, je pense qu'on va... Malheureusement, l'aspect formation, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc on a besoin effectivement de continuer. La généralisation va aider aussi à ce qu'on sensibilise beaucoup plus les adultes, le corps enseignant et tout le corps périscolaire sur cette question du harcèlement. Après, les moyens, je rappelle que le ministère de l'Éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. On augmente encore de 6,5% le budget de l'Éducation nationale. Mais ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas dire que ça suffit. Il nous faut effectivement des moyens humains supplémentaires. Il nous faut de la médecine scolaire de façon beaucoup plus importante. Et ça, malheureusement, ça touche aussi l'ensemble de la médecine en France. C'est pas seulement l'aspect scolaire. Et il nous faut de l'accompagnement. Il nous faut aussi travailler avec. Moi, je crois au tiers intervenant en fait. Et je crois au partenariat avec les associations. Bien sûr, Marion l'a entendu, mais il y a d'autres associations, il y a de multiples associations aujourd'hui qui peuvent intervenir, qui sont agréées, qui peuvent intervenir dans les écoles pour faire cette prévention, cette sensibilisation. Et je pense qu'il faut que l'éducation nationale s'ouvre en fait au monde réel et notamment à ceux qui ont subi ou qui travaillent sur ces questions-là. Alors, vous nous l'avez dit, il faut plus on démarre tôt, plus la formation à la fois, la sensibilisation des enfants, des élèves, des marteaux, mieux c'est. Comment détecter les signes du harcèlement ? Je vous propose un autre extrait du documentaire de Cécile Sixou, dont Cyberharcèlement, nouveau fléau scolaire, qui va être bientôt diffusé sur notre antenne. Témoignage d'une pédopsychiatre. Écoutez. Le décrochage scolaire, c'est vraiment le premier signe. Et souvent, ça arrive après plusieurs mois de harcèlement. Et ensuite, il y a la baisse des résultats scolaires, il y a l'absentéisme scolaire, et en parallèle, il y a des troubles somatiques vraiment très distincts. Donc, par exemple, les troubles du sommeil. Il y a vraiment la honte de dire qu'on est agressé. Et donc là, effectivement, on a des tentatives de suicide qui sont... Qui se mettent en place, mais alors qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur, parfois.
Voilà, documentaire qui a déjà été diffusé, je me suis trompé. Excusez-moi, Nora Fraisse, est-ce que nos écoles, nos collèges sont organisés pour détecter ces signes avant-coureurs? Alors, premier degré, on va reprendre... Pour la plupart, il y a une bonne volonté. Et c'est vrai, quand vous disiez 65% des enseignants se sentent désarmés, c'est parce que... moi, ce que je crois, c'est qu'ils ne sont pas formés à la détection et notamment en formation initiale. Je crois beaucoup à l'information continue, mais ils sont face à l'élève, donc c'est compliqué. Et la formation initiale, c'est peut-être... aujourd'hui, on est sur... et pour être intervenu, je peux vous assurer, en tout cas, les enseignants nous appellent aussi en disant « Moi, je suis démunie, oui, mais j'ai pas vu. » Justement, dans la logique et la dynamique d'un établissement ou d'une école, c'est très important de former des équipes. Oui, mais parce que justement, il n'y a pas un adulte tout seul face au phénomène, il y a une équipe qui peut donc interagir et regarder mieux ce qui se passe. Pas en école primaire ni en maternelle, c'est pas vrai. Si vous prenez le second degré, je veux bien, mais quand vous êtes un professeur des écoles, vous êtes quand même face à l'élève, face à la famille, vous êtes dans la cour, à la méridienne, ce sont les animateurs qui prennent le relais. Il faut qu'on arrive à créer des modules de communication entre... Les enfants nous le disent, c'est des animateurs, déjà vous dites animateurs, c'est la fête, et puis ensuite il y a le professeur... Non mais les mots ont un sens. Quand on arrive au collège, ils nous disent les assistants d'éducation, c'est notre premier interlocuteur, ils sont proches de nous, il faut les former. Mais la formation initiale, je forme des enseignants dans le dur et certains... Parce que pour que ce soit efficace, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est avec les tout petits qu'il faut commencer à nous, on intervient dès la grande section sur l'altérité, sur les compétences psychosociales, sur comment se tenir, comment faire face au groupe, comment accepter l'autre. Ça s'apprend, mais les enseignants nous le disent. Ils sont là pour transmettre un savoir, mais le savoir-être, on a notre responsabilité de parents aussi. Mais c'est pour ça que les familles doivent être accompagnées, parce qu'un parent ne peut pas détecter si lui-même n'est pas informé. Donc c'est vraiment du chirurgical. Il y a un vrai sujet, parce qu'effectivement, il y a tout un programme aussi de formation des enseignants. Ça, on est d'accord, c'est au fur et à mesure. Par équipe, mais par équipe ou en formation initiale, peu importe. Il y a aussi la question des animateurs. Et on connaît le vrai sujet pour les collectivités locales de manque de recrutement des animateurs qualifiés, diplômés. Et donc aujourd'hui, pour pallier à ce manque, on prend souvent des étudiants peu formés ou pas formés qui sont en binôme avec quelqu'un qui est formé. Et donc c'est aussi ce manque de personnel, cette pénurie d'animateurs dans nos collectivités pour encadrer les enfants à la pause méridienne ou dans les centres de loisirs qui provoque aussi cette absence de détection des signaux faibles. Et donc c'est tout ce travail qu'on doit faire aussi avec les collectivités locales. Et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure que ça doit aller aussi de la gardienne d'école ou au directeur d'école en passant par les animateurs, c'est vraiment toute la communauté éducative, tous ceux qui entourent les enfants qu'il faut former et y compris ceux qui n'ont pas forcément cette formation initiale qui peut être proposée par exemple dans le BAFA. Alors justement, le BAFA, la difficulté, c'est que c'est payant. Donc déjà, ce sont des personnes qui ont des amplitudes horaires très difficiles avec une rémunération qui est très faible. Et pour pouvoir accéder à cet emploi, ils doivent payer leur propre formation. Et comme je l'avais déjà dit... Certaines collectivités prennent en charge le BAFA, mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord. C'est un vrai sujet, c'est les moyens financiers. Il y a un problème aussi de précarisation de ces métiers. Et à partir du moment où c'est un métier précaire, ça n'attire pas. On leur confie nos enfants, donc c'est pas rien. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut professionnaliser aussi cette question de l'animation, de l'encadrement des enfants, et ça n'a pas seulement être un petit boulot pour compléter les études. Est-ce que vous pouvez pousser une idée, cher sénateur ? Avec plaisir. J'avais demandé à Madame Sarah El Haïry à l'époque, c'est que les cohortes de futurs diplômés du BAFA, et dans le cadre de leur formation, une formation dédiée à la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on aurait 50 000 personnes par an et dans 10 ans, 500 000, ça ne coûte pas beaucoup. Et là, on pourrait faire quelque chose. Mais avec plaisir, je porterai ça avec plaisir. Parce que ça, c'est important. Ça aura démarré sur ce plateau. Espérons que ça avancera. Voilà, je vous reparle du documentaire de Cécile Cixous, Cyberharcèlement, nouveau fléau scolaire, qui est donc visible en replay. Voilà, j'aurais annoncé, diffusé, à voir. Il est en replay et il est super. On a choisi seulement 2 extraits. Il y en avait beaucoup d'autres. Donc, allez le voir, évidemment, sur le site publicsena.fr. Merci encore, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Demain, pas de Sens Public puisque l'antenne est réservée au débat consacré aux retraites à l'Assemblée nationale. Je vous dis donc à lundi. Et puis le prochain rendez-vous politique sur notre antenne, c'est la secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui sera l'invitée d'Oriane Mancini demain à 8h du matin. Bonne soirée à toutes et à tous.